À l'occasion des élections législatives du 31 juillet 2022, la plateforme Mamam, avec ses collaborateurs, organise le débat de la diaspora sénégalaise en vue des prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. L'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre sera à l'écoute. Ce mercredi 27 juillet 2022, le journaliste Ibrahima Kamara fera face aux têtes de liste de Benno Bokk Yakaar, dirigé par Sidi Kane, le candidat Ibrahima Diop de la coalition Yewwi Wallu, mais également celui de la coalition Aar Sénégal, Seydou Sow. Le grand débat des élections législatives sénégalaises, c'est ce mercredi à 20h heure de Paris, 18h heure de Dakar, sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, de la plateforme Mamam et ses collaborateurs. Que les autres candidats des coalitions Benno Bokk Yakaar et Aar Sénégal étaient censés être sur le plateau, mais malheureusement, au dernier moment, ils nous ont fait bon. Nous avions pensé utile les inviter sur ce plateau pour qu'ils puissent dérouler leur programme, s'exprimer, pour que les Sénégalais de la diaspora puissent avoir une idée de ce qu'ils peuvent les apporter une fois à l'hémicycle. Malheureusement, le candidat de Aar Sénégal était venu jusqu'ici. Seydou Sow nous avait promis qu'il allait participer au débat, mais à notre grande surprise, il a désisté au dernier moment. Il a dit qu'il ne pouvait plus participer au débat. De ce fait, nous n'allons pas lui en obliger, car nous pensons que chaque Sénégalais qui se dit capable de représenter la diaspora doit venir s'expliquer ici par respect aux électeurs, par respect aux Sénégalais de la diaspora. De ce fait, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar aussi n'a pas voulu faire face aux Sénégalais pour s'expliquer. Alors aujourd'hui, nous avons seulement Ibrahima Diop du Parti démocratique sénégalais, candidat titulaire de la coalition Yewwi Wallu. Ibrahima va nous parler de leur programme, bien entendu. Nous allons dérouler le programme avec lui. Nous allons faire le débat avec lui, car le débat aura lieu dans tous les cas. C'est ce que nous avons dit. Alors, chers amis de la diaspora, chers internautes, bonsoir et merci de nous rester fidèles sur le réseau Mamam Production. Alors, Ibrahima, aujourd'hui, vous êtes seul. Votre réaction d'abord par rapport à ce comportement de nos compatriotes, des autres candidats, des autres coalitions qui ont boudé tout simplement ce grand débat si important, tant attendu par les Sénégalais de l'extérieur. Merci Ibrahima et merci pour cette invitation. En fait, c'est un sentiment de déception franchement qui m'anime. J'aurais aimé quand même qu'à quelques jours des élections législatives, que les différentes coalitions puissent s'exprimer pour présenter leur programme. Parce qu'effectivement, nous allons vers des élections dont l'enjeu est capital pour les Sénégalais. Nous avons eu une 13e législature catastrophique, des députés qui n'étaient là que pour applaudir, des députés qui n'étaient là que pour dire qu'ils sont là pour Macky Sall et non pas pour le peuple sénégalais. D'abord, concernant le candidat, en tout cas la coalition Benno Bokk Yakaar, moi je savais franchement qu'il ne serait pas là. Parce qu'ils n'ont pas de bilan à présenter aux Sénégalais de la diaspora, mais généralement aux Sénégalais tout court. On a élu une 14e législature. Pendant 5 ans, je vous dis qu'il n'y a eu qu'une seule proposition de loi. Cela est catastrophique. Maintenant, Aar Sénégal, effectivement, nous l'avons toujours dit, Aar Sénégal n'a pas de programme. Le seul programme de Aar Sénégal, c'est de s'attaquer à l'intercoalition Yewwi Wallu. La raison, franchement, je pense quand même que c'était une occasion pour nous deux, même si quand même, effectivement, le candidat de Benno Bokk Yakaar a fui. Mais comme nous n'avions pas le pouvoir, donc nous voulons acquérir le pouvoir, c'est à nous quand même de présenter des programmes. Donc on aurait pu franchement faire carte sur table, programme contre programme, pour que les Sénégalais qui doivent choisir puissent le faire dans un état de clarté et de sérénité. Mais malheureusement, lui aussi, à la dernière minute, il a préféré bouder. Et cela explique aussi un manque de respect de la classe politique envers les Sénégalais. Il faut que les Sénégalais comprennent, en tout cas comme la classe politique sénégalaise comprenne, que les Sénégalais méritent plus de respect. On ne peut pas vouloir aller à des élections et s'asseoir sur son programme. C'est impossible. Maintenant, effectivement, les Sénégalais apprécieront. Donc, je m'excuse franchement. Je suis un peu peiné quand même quand je vois toute cette peine-là, tout ce matériel, tout ce temps que vous avez perdu depuis des jours pour préparer cette émission.
qu'à la dernière minute, ces candidats-là nous disent « Eh oui, nous ne pouvons plus venir parce que nous n'avons pas de programme, nous ne voulons plus venir parce que nous n'avons pas de bilan à présenter ». C'est franchement, c'est désolant et la démocratie sénégalaise et le peuple sénégalais ne méritent pas ça. Est-ce que ça ne doit pas reposer le problème du choix des hommes au sein des partis politiques de manière générale? Mais tout à fait. Moi, j'ai toujours dit, et ça, je le dis, même en étant au PDS, que quand on doit choisir des hommes qui ont la capacité de représenter et le parti, mais de représenter et les Sénégalais. Parce que quand même, ça dénature même l'image de la politique. Parce qu'on ne peut pas se permettre, dans une élection comme les élections législatives, qui sont des élections aussi importantes que l'élection présidentielle, qu'on puisse nous choisir des gens qui ne savent même pas, franchement, c'est un peu compliqué. Hein? Donc quand tu le dis, on va dire que ah oui, il est ceci, il est cela. Mais je pense effectivement, pour ne pas franchement trop m'immiscer dans les affaires internes des partis politiques, je pense que ce qui se passe, en tout cas ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce qui se passe dans le choix de certaines coalitions, franchement, je pense que les Sénégalais ne méritent pas ça. Et effectivement, si nous voulons avoir une Assemblée nationale capable de représenter dignement les Sénégalais, il faut qu'on y ait des Sénégalais dignes, capables de prendre leur courage. Parce que ce que j'ai vu là, cette fuite en avant, c'est un manque de courage. C'est un manque de courage. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une élection. Moi, je veux être élu. J'ai un programme à présenter aux Sénégalais. Quand même, on me donne l'occasion de le faire. Franchement, je dois sauter l'occasion. Mais comme vous l'avez dit, hein, le débat aura lieu. Tu feras ton rôle de journaliste et moi, je ferai mon rôle de politicien ou d'homme politique pour que les Sénégalais puissent en tout cas comprendre clairement ce que nous, l'intercoalition, nous proposons pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Ouais. Alors, une autre précision, ça fait plusieurs années que nous jouons notre rôle de journaliste. Je pense qu'il n'y a aucun parti politique, ni aucun homme politique qui peut douter de notre impartialité. Ça, je tiens à le préciser. Et je suis aussi peiné pour les téléspectateurs qui attendaient ce débat, car la bande-annonce a été déjà lancée. Et malheureusement, au dernier moment, les deux candidats de Aar Sénégal, Seydou Sow, et le candidat de Benno Bokk Yakaar, Kane, n'ont pas voulu participer à ce grand rendez-vous. Alors, aujourd'hui, je suis face à Ibrahima. Nous allons tout de suite commencer le débat. La première partie concerne l'économie. Comment comptez-vous soulager le quotidien des Sénégalais face à l'inflation, le coût de la vie devenu subitement insupportable par les Sénégalais? Si on sait aussi que chaque émigré sénégalais nourrit plusieurs bouches au pays. Tout à fait. Alors, nous sommes dans un contexte international un peu difficile pour tous les pays, y compris le Sénégal. Mais ce que nous avons constaté, c'est que tous les pays du monde sont en train de prendre des mesures pour protéger leur population, sauf le Sénégal. Au Sénégal, tous les jours, le prix des denrées de première nécessité flambe. Maintenant, effectivement, je ne vais pas m'épancher sur Macky Sall et sa politique. Sa politique est catastrophique. Macky Sall ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts, les intérêts de son parti et les intérêts de sa famille. Et je pense que aussi l'enjeu de ces élections-là, c'est de ne pas, franchement, c'est de ne pas parler de Macky Sall, c'est de ne pas parler de Benno Bokk Yakaar, mais de parler de ce que nous allons faire pour être élus. Moi, je pense que effectivement, ce qui se passe en France actuellement, moi je pense que c'est ce que nous devons faire pour effectivement soulager les Sénégalais. Créer un bouclier fiscal. Parce que j'ai constaté que l'État a laissé la population sénégalaise à elle-même. C'est-à-dire que les commerçants augmentent quand bon leur semble. Et effectivement, vous savez que quand même nous sommes dans un pays où le taux de pauvreté a atteint des scores records. Maintenant, nous le sentons, nous, parce que nous, c'est nous qui nourrissons pratiquement, comme vous le dites, les Sénégalais qui sont restés au pays. Et ce que vous avez vu, Macky Sall nous avait promis, parce que généralement, les Sénégalais se nourrissent de quoi? Le riz. Le sac du riz coûte combien maintenant? Très cher. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans, le prix a doublé. Et Macky Sall nous avait promis, en 2013, une autosuffisance en riz, en 2015. C'est-à-dire qu'il avait mis des milliards, avait recruté des promoteurs qui n'étaient là que des courtiers, qui ont récolté cet argent-là du contribuable pour nous dire que dans 2 ans, on aura une autosuffisance en riz. Oui, mais Abdoulaye Wade avait le même programme. On se souvient de la Goana et d'autres programmes agricoles relatifs à l'autosuffisance alimentaire. Vous faites partie du Parti démocratique sénégalais, vous êtes leur chargé de communication d'ailleurs. Mais est-ce que l'échec n'est pas général? Ah non, mais non, ça n'a rien à voir. Parce que Abdoulaye Wade avait initié effectivement, parce qu'en 2008, c'était en 2008, il y avait une crise mondiale, comme aujourd'hui. Hein? Oui. Et cette
crise mondiale avait affecté toutes les économies du monde. Donc les prix des premières denrées avaient effectivement flambé. Mais Abdoulaye Wade avait initié ce qu'on appelle la Goana, la grande offensive pour la nourriture et l'abondance. En fait, Abdoulaye Wade n'avait pas misé sur un seul produit. Il avait misé sur plusieurs produits. Et d'ailleurs, la fête de la récolte qu'on organisait à Dakar chaque année, c'était franchement pour effectivement montrer aux Sénégalais que en tout cas, le résultat est là. Maintenant, effectivement, il ne faut pas dire que tout était rose sous Abdoulaye Wade. Il y a effectivement une volonté de satisfaire cette demande-là. Mais quand on a élu Macky Sall, Est-ce qu'il est devenu cette Goana, la grande offensive pour l'alimentation? Vous savez, quand Macky Sall est venu, la première chose qu'il avait entrepris de faire, c'est de détruire toutes les bonnes actions que Abdoulaye Wade avait entreprises au niveau de l'État sénégalais. Est-ce que ça permet aux Sénégalais vraiment d'en bénéficier si on sait que les hommes passent, mais les institutions doivent demeurer? Oui, mais le problème, c'est que, effectivement, c'est de l'argent, effectivement, et une bonne politique qui a été mûrement réfléchi, qui a été initié par le régime d'Abdoulaye Wade, le principe de la Macky Sall lui-même est en partie... Effectivement, Macky Sall lui-même était franchement l'un des maîtres d'œuvre de cette politique. Mais quand il est venu, il avait dit effectivement qu'il fallait effacer Abdoulaye Wade du jeu politique et effectivement du Sénégal. Mais malheureusement pour lui, Abdoulaye Wade reste et restera l'homme politique le plus aimé des Sénégalais. Maintenant, pour revenir aussi à la question, moi je pense que l'État doit... Et ça aussi, ça passe par l'Assemblée nationale. Oui. On doit instaurer une politique de bouclier fiscal, d'abord, et bloquer les prix. En fait, on doit bloquer les prix. Les commerçants ne doivent pas être les maîtres d'œuvre de l'augmentation systématique des prix des premières denrées de nécessité. Maintenant, effectivement, il faudrait aussi qu'au Sénégal, qu'on puisse penser qu'il est temps d'avoir une politique agricole qui est mûrement réfléchie et pérenne. Macky Sall nous l'a dit... Il nous l'a promis, il ne l'a pas fait. Moi, je pense que la nouvelle Assemblée nationale devra, parce que je pense que, et j'en suis persuadé, que si nous avons la majorité, il y aura cohabitation. C'est-à-dire que le gouvernement sera issu de la majorité parlementaire. Que Macky Sall le veuille, c'est pas, ou pas, c'est son problème. Que ses partisans le veuillent ou pas, c'est leur problème. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si nous avons le 31 juillet la majorité parlementaire, effectivement, on aura un gouvernement qui sera issu, effectivement, de cette majorité-là. Vous pensez qu'il y aura... Laissez-moi, s'il vous plaît, finir. Et ce gouvernement devra tout faire pour avoir une politique, franchement, qui va à l'encontre de la politique actuelle de Macky Sall. C'est-à-dire que Macky Sall pense que tout ce que nous devons consommer, nous devons le faire venir de l'exporter ou le faire venir de l'importer du moins ou le faire venir de l'extérieur. Ça, il faut que ça cesse. Il a effectué un voyage en Russie pour demander à Poutine de permettre au blé ukrainien d'être ce qui est catastrophique. Importé vers le Sénégal. Aller dans le nord. Mais toutes ces terres-là nous permettent... Vous savez, il y avait l'ancien président de l'Assemblée nationale, Pape Diop, sous Abdoulaye Wade, avait commencé à initier la culture du blé au Sénégal. Oui, d'ailleurs, Israël l'a homologué. Exactement. Donc 10 variétés de blé qui peuvent être exploitées au Sénégal. Mais qu'est-ce qui empêche Macky Sall d'entamer une politique massive de culture du blé pour nous permettre de ne plus être dépendants de la Russie? Ça aussi, il faut le faire. Le riz, il faut qu'on en parle. Il faut que Macky Sall nous dise où sont passés tous ces milliards-là qui devaient nous servir à atteindre l'autosuffisance en riz. Donc, il y a beaucoup de produits aussi, effectivement, que les terres sénégalaises nous permettent de cultiver. Il faudra aussi, effectivement, que notre prochain gouvernement, qui sera issu de notre majorité parlementaire, ait cette volonté politique pour soulager les Sénégalais dans ce sens-là. Vous avez tout à l'heure parlé de cohabitation. Vous pensez que l'histoire politique française peut se répéter au Sénégal? Mais le problème, c'est que, effectivement, la cohabitation, c'est un état de fait. C'est-à-dire que nous, si on a la majorité, qui votera les lois? C'est nous. Oui. Le président de la République, Macky Sall, n'est pas avec nous. Il ne sera pas avec nous parce que nous ne voulons pas de Macky Sall. Donc, il lui reste 2 ans. On va l'accompagner dans le sens, franchement, d'accomplir sa mission que lui a confiée les Sénégalais. Tout en permettant à une bonne marche de la République. Ah ben oui, à chaque fois que Macky Sall nous proposera des lois allant dans le sens de soulager la souffrance des Sénégalais, ou allant dans le sens de l'intérêt général, nous n'aurons aucun intérêt à bloquer ça. Parce que nous sommes là aussi pour l'intérêt des Sénégalais. Par contre, connaissant Macky Sall, et parce que ce qui l'intéresse dans cette élection-là,
Et c'est d'ailleurs bizarre qu'on ne parle que de Macky Sall. Alors que Macky Sall, c'est le pouvoir exécutif. Lui, il a son bilan. Oui. Le moment venu, il présentera son bilan. Mais tous les responsables de l'APR, y compris ceux qui sont cooptés pour demander le suffrage des Sénégalais, ne nous parlent que de Macky Sall. Eux, ils n'ont pas de bilan à présenter. Pendant 5 ans, ils vont dire aux Sénégalais, oui, Macky Sall a fait ceci, Macky Sall a fait ceci. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Rien du tout. Donc, revenons sur la cohabitation. Oui. Donc, il y aura bel et bien cohabitation. Parce que Macky Sall... Ah non, le problème c'est que si Macky Sall nous propose un Premier ministre qui n'est pas issu de nos rangs, mais il y a la motion de censure. Oui. Ben oui. Voilà, il va tomber. Et ces 2 ans-là, Macky Sall ne peut pas, parce que ça c'est la Constitution qui le prévoit. Les 2 premières années, le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et comme il lui laisse 2 ans, Macky Sall ne pourra rien contre la nouvelle Assemblée nationale qui sera issue de l'intercoalition Yewwi Wallu. Et par contre, nous, on aura les moyens de faire partir ces premiers ministres s'ils ne les choisissent pas parmi nous. D'accord. Vous pensez que l'intercoalition pourra peser de tout son poids pour quand même s'imposer à la prochaine législature à l'Assemblée, puisque si on sait que il y a eu moult consultations, il y a eu beaucoup de tergiversations dans le passé, notamment lors des dernières élections locales, avant de vous entendre sur certains points, mais l'intercoalition a eu du mal quand même à se souder. Oui, parce qu'en fait, on parle d'intercoalition, c'est-à-dire qu'il y avait une coalition, Wallu, et il y avait une autre coalition, Yewwi. Oui. Leur point commun, c'était de s'opposer systématiquement à Macky Sall. Les vrais opposants sont soit dans Wallu, soit dans Yewwi. Ils ne sont pas ailleurs. Eux aussi, ils disent la même chose. Hein. Qui? Ousmane Sonko l'a dit récemment. Hein. Oui, mais Ousmane Sonko a raison. Ouais. Ousmane Sonko a raison de dire que les vrais opposants, c'est l'intercoalition Yewwi Wallu. Et il a eu la réponse salée de Abdourahmane Diouf et Bokoum. Hein. Bon, oui, j'ai entendu Bokoum franchement parler de manière un peu inélégante quand même. Franchement, Ousmane Sonko mérite du respect quand même. Hein. Ousmane aussi n'a pas été tendre avec eux, hein, il faut le dire. Ousmane Sonko a dit la vérité. Parce que le constat, c'est que Art Sénégal passe en tout cas tout son temps à s'attaquer à l'intercoalition qui a critiqué le bilan catastrophique de Macky Sall. Ça, c'est un problème. Mais s'ils peuvent pêcher des voix chez vous, tout en s'attaquant à vous, on est en politique. Le terrain, franchement, la réalité du terrain est là. On voit la caravane de Art Sénégal et la caravane de l'intercoalition. Franchement, il n'y a pas photo. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, ce sont les Sénégalais qui vont juger. Exactement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, au soir du 31 juillet, Inch'Allah, si nous avons la majorité, et je pense qu'on aura la majorité, parce que les retours sur le terrain, franchement, nous donnent cet espoir-là. Comme je vous l'ai dit, Macky Sall sera dans l'obligation systématique de choisir le Premier ministre parmi nous, et ce Premier ministre-là va former un gouvernement. Maintenant, nous ne serons pas dans le blocage systématique, comme je vous l'ai dit. Macky Sall, en tant que président de la République, et selon les prérogatives que lui confère la Constitution, va faire son travail. Et nous, en tant que majorité, en tout cas parlementaire, et selon ce que nous confère la Constitution, nous ferons notre travail. Et tout cela doit se faire, franchement, dans le seul but de soulager les Sénégalais qui, quand même, souffrent depuis que Macky Sall est là. D'accord. Nous allons passer à une autre question, Ibrahima Diop. Je rappelle aux téléspectateurs qui viennent de nous suivre que Ibrahima Diop est le candidat de l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu qui a bien voulu venir assister à ce débat. Je rappelle encore une fois que ce débat a été programmé avec le candidat et tête de liste de la coalition Art Sénégal et le candidat de Benno Bokk Yakaar. Malheureusement, ces derniers ont désisté au dernier moment. Mais malgré tout, nous allons continuer le débat avec Ibrahima Diop. Alors, nous allons rester sur le même sillage de l'agriculture, car aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais souhaitent retourner au Sénégal, souhaitent aller participer à l'effort de développement de leur pays. L'accès à la terre est un problème, que ce soit à usage d'habitation, commercial ou agricole. Tout n'est pas facile au Sénégal. Que comptez-vous faire pour favoriser l'entrepreneuriat agricole auprès de nos compatriotes émigrés qui souhaitent retourner et investir dans la terre au Sénégal une fois à l'Assemblée nationale? Tout à fait. Et c'est une question très pertinente parce que je pense que c'est l'une des questions qui nous ont été posées durant la campagne électorale. Il faut qu'au Sénégal, qu'on apprenne à créer des promoteurs agricoles. Parce que
paysans, franchement, c'est un peu réducteur. Je pense que l'agriculture, quand même, est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que ça. Effectivement, moi, je pense qu'il faut d'abord régler la problématique de la terre. Si j'ai mes projets, si j'ai de l'argent, alors que pour disposer d'une terre, c'est la croix et la bannière, c'est difficile. Il y a eu une réforme foncière sur Macky Sall qui n'a rien donné. Et c'est ça le fort de Macky Sall, c'est de créer des commissions, d'y investir des milliards, on lui donne les résultats, les conclusions, il les met soit sous son coude, comme il a l'habitude de le faire avec la justice, soit dans ses tiroirs au palais. Et il faut que Macky Sall nous dise, franchement, ce que comportent ces conclusions-là. Nous, ce que nous voulons, c'est que la gestion des terres ne soit plus gérée par l'État. Il faut qu'on responsabilise les collectivités locales pour leur donner des pouvoirs d'apprécier. Il faudrait aussi que Mais les collectivités locales aussi ont toujours une mainmise sur les terres. Hein. On voit beaucoup de délibérations, beaucoup de... Oui, en fin de compte, c'est de collectivités locales. Il faudrait qu'il y ait un représentant de l'État, un représentant des collectivités locales, mais un représentant de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas que l'Assemblée nationale soit absente de ces commissions-là. Et ce qu'on voit au Sénégal, c'est qu'effectivement, dans toutes les commissions importantes, franchement, y a des fois, les idées sont bonnes, hein, parce que franchement, faire une réforme foncière, franchement, depuis 1972, on n'a pas fait de réforme foncière au Sénégal. Oui. Donc si on décide de le faire, c'est bien. Mais si on y met des milliards, après, les résultats ne sont pas connus des Sénégalais, ça pose problème. Il faudrait que les députés jouent, parce que dans chaque département, au moins, il y a des députés. Oui. Il faut que les députés de ces circonscriptions-là puissent être présents dans ces commissions pour jouer leur... Maintenant, moi, j'ai pas... effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de maires qui se nourrissent des terres. Les maires, comme franchement au Sénégal, surtout les maires de Macky Sall, passent tout leur temps à dilapider les terres. C'est soit tu appartiens à la paire, on te donne des hectares. Regardez ce qui se passe en Ndengler. Oui. C'est catastrophique. Oui, Ndengler, c'est récent, mais on se souvient aussi de la communauté rurale de Mbana avec Abdoulaye Wade. Oui, tout à fait. On se souvient de Fanaïdjeri. Oui. C'était catastrophique. Oui, non, mais en fait, la différence entre Ndengler et ces trucs-là, à Mban, c'est la communauté rurale qui est devenue la mairie qui avait délibéré, effectivement. Mais là, c'est quelqu'un avec la complicité de l'État qui veut s'asseoir de manière franchement inhumaine. Hein, parce que quand même, tu ne peux pas venir dans un village où les gens ne croient que l'agriculture, qui ne vivent que l'agriculture, qui n'ont que leur terre pour vivre, tu veux t'accaparer de toutes ces terres-là. Mais quel est le projet? Amban Abdoulaye Wade avait une vision claire. Les promoteurs avaient des visions claires. C'était des projets qui pouvaient franchement traîner beaucoup d'emplois. Mais le Tiangom ne nous dit pas, j'ai des projets, mais il n'a qu'à dire aux gens de Ndengler, c'est quoi le projet? Ok. Donc ça aussi, c'est une catastrophe. Oui. Maintenant, il faudrait aussi qu'on puisse mettre un guichet unique pour recueillir tous les projets des immigrés qui veulent, parce que le travail doit commencer d'abord à Paris, en Allemagne, en tout cas je parle de notre circonscription, exactement, à Paris, en Allemagne. Soit on crée des guichets dans chaque pays, soit on crée un guichet unique. Ça peut se faire à Paris, ça peut se faire ailleurs. Qu'on puisse recueillir d'abord ces projets-là. Que l'État mette à la disposition de ces gens-là des techniciens, parce que des fois, tu as de l'argent, tu as tes idées, mais le projet peut t'échapper. Oui, donc, mais il y a l'APIX, hein. Il y a l'APIX, il y a l'ADER qui parfois se déplacent, viennent à la rencontre de la diaspora aussi. Ibrahima, l'APIX, c'est Abdoulaye Wade qui l'avait créé. Oui. Mais l'APIX n'est plus ce qu'elle était. Cette agence, franchement, n'est plus... Parce que quand Abdoulaye Wade créait l'APIX, il avait une vision. Tous les grands projets que tu as vus au Sénégal sous Abdoulaye Wade étaient coachés par l'APIX. Mais maintenant, dis-moi, actuellement, les projets que l'APIX est en train de mettre en œuvre au Sénégal, il n'y en a pas. Peut-être que l'ADER lui a fait l'ombre ou... Mais ça, il faut demander ça à Macky Sall. Maintenant, s'il faut créer des doublons, tu as créé une agence comme l'APIX, dont le travail était reconnu par tout le monde. Tu veux créer une autre comment dirais-je, agence à côté. Pourquoi? Pour caser peut-être la clientèle politique. En plus, l'ADER, nous sommes pour que l'entrepreneuriat féminin et des jeunes soit effectif, mais pas comme ça. Tu ne peux pas venir distribuer à chaque élection. Franchement, c'est ce qui est constaté, c'est qu'à l'approche de chaque élection,
on donne des milliards à l'ADER ou je ne sais pas, à ces agences-là pour qu'ils distribuent de l'argent. Oui. Mais les jeunes ont besoin d'abord de formation avant d'être financés. Un jeune qui n'est pas formé, tu lui donnes de l'argent, il va faire quoi avec? Rien du tout. Cet argent-là aussi, il faut que les gens comprennent que c'est de l'argent du contribuable et que nous, si nous avons la majorité, nous allons faire la lumière sur toutes ces agences, sur tous ces financements-là. Parce qu'il est hors de question que l'argent du contribuable soit dilapidé comme ça, sans aucune réaction de la part de l'État. L'Assemblée nationale, je vous l'ai dit, jouera son rôle pour que tout cet argent-là soit, en tout cas, l'origine de cet argent-là soit connue de tous les Sénégalais. De tous. Nous allons passer à une autre question qui concerne toujours l'économie. Des entreprises étrangères occupent aujourd'hui une bonne place du tissu économique sénégalais. En tant que futur député, que comptez-vous faire pour que l'entrepreneur de la diaspora sénégalaise qui a tout en Europe pour se consacrer au développement de son pays, mais aussi les entrepreneurs locaux, que ce soit les artisans, les menuisiers, entre autres, qui ont longtemps crié sur tous les toits pour avoir pas du marché public, que comptez-vous faire pour que ces derniers puissent aussi bénéficier des marchés publics? Il faut que le patriotisme économique soit une réalité au Sénégal. Si nous avons la majorité, une loi va régler fondamentalement et systématiquement cette question. Il est hors de question que des entreprises étrangères viennent piller nos richesses. Je dis bien viennent piller nos richesses sous la complicité de Macky Sall et son régime. Mais on nous dit qu'il y a plus de 300, franchement le dernier trimestre, plus de 300 entreprises sénégalaises. Oui. Mais pourquoi les entreprises étrangères ne ferment jamais au Sénégal? Vous pensez qu'ils bénéficient plus des marchés? Tous les marchés de l'État sont captés par les entreprises étrangères. Tout. Est-ce que les entreprises locaux aussi sont capables de relever ces défis? Mais le rôle de l'État, c'est d'accompagner ces entreprises-là. On a besoin de l'expertise, on a besoin de la formation, mais l'État ne fait rien pour ces entreprises-là. Je dis qu'il faut que le patriotisme économique soit une réalité. C'est-à-dire qu'on va voter une loi qui va protéger systématiquement les entreprises sénégalaises. C'est-à-dire que pour concourir à un marché, il faut au moins que le capital de cette entreprise étrangère soit composé de 50% de Sénégalais. À défaut, franchement, si les entreprises étrangères ne sont pas contentes, qu'elles retournent dans leur pays pour aller et nous laisser, franchement, donner ces marchés-là à nos entreprises locales. Parce que ce qu'on a constaté quand même, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un marché public est lancé, franchement, on voit qu'effectivement, une fois, deux fois, on nous dit « Ah non, nos entreprises locales ne peuvent pas le faire. » Mais non, quand même, c'est pas... Est-ce que ceci n'est pas dû aussi à la coopération entre le Sénégal et ces pays occidentaux qui aussi ont les financements? Si l'AFD finance un projet, si la France finance le TER, mais impose au gouvernement du Sénégal que ce soit Alstom qui fournit le matériel du TER. Appliquons la réciprocité. Oui. Mais la France impose, la France finance. Macron nous dit, c'est moi qui finance le TER, je ne sais pas quoi, train express régional, qui n'en est pas un d'ailleurs, mais je vous impose les entreprises françaises du moins. Oui. Mais pourquoi, qu'est-ce qui empêche à Macky Sall de dire aux entreprises, aux autres pays, c'est un financement public, je vous impose des entreprises sénégalaises. Pourquoi? Nous n'avons pas la même dignité que ces Français? Non, mais quand même, il faut que ça cesse. Effectivement, une loi sera votée pour régler systématiquement cette question-là. D'accord. Alors, nous sommes en juillet 2022, en période de vacances, à l'approche du Grand Magal de Touba, mais aussi le Gamou de Tivaouane. Beaucoup de Sénégalais souhaitent se rendre au Sénégal pour passer les vacances d'été, mais aussi ces grands rendez-vous auprès des leurs. Mais aujourd'hui, le prix des billets d'une compagnie comme Air Sénégal coûte excessivement cher. En tant que futur député, pouvez-vous faire quelque chose pour me permettre à moi de me rendre au Sénégal dans de telles périodes à des prix défiant toute concurrence à bord d'Air Sénégal International? C'est la deuxième question. Cette question que tu viens de me poser, c'est la deuxième question qui nous a en tout cas été posée partout où nous sommes passés. Actuellement, le billet est à 1200, 1300, voire même 1500. Oui, plus cher que le billet d'Air France. Mais c'est catastrophique. Quand Macky Sall créait notre compagnie nationale, il avait dit, c'est Mor Ngom, effectivement, qui avait piloté le dossier,
Mor Ngom avait dit, en tant que ministre je pense, des infrastructures, ou je ne sais pas quoi, avait dit, parce qu'en ce moment-là, il y avait la compagnie Corsair qui opérait au Sénégal. Oui. Et le billet entre Corsair, c'était entre 350 et 400 euros. Donc Mor Ngom nous avait dit que le billet ne va pas dépasser les tarifs de Corsair. Qu'est-ce qu'on constate maintenant? Le billet a triplé ou quadruplé. C'est-à-dire que pour aller au Sénégal, maintenant les Sénégalais sont obligés d'y aller en période où ils étaient censés travailler. Oui. Parce que l'été, maintenant, c'est fini. Hein? Parce que généralement, le constat que j'ai fait, le Sénégalais, quand il voyage, moi, quand je voyage avec mes enfants. Oui. Le Sénégal, toi, tu voyages avec tes enfants. Le Sénégal, généralement, quand il va en vacances au Sénégal, le Sénégalais, il va en famille. Oui. Mais si tu as une famille de 4, 5, 6 personnes, où tu dois payer 1500... Non, mais non, tu préfères rester en France. Parce que quand tu arrives au Sénégal, il y a d'autres dépenses. Moi, je pense que, comme c'est une compagnie nationale, nous avons la main dessus. Maintenant, sauf que Macky Sall nous cache des trucs, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a une coopération entre Air Sénégal et Air France. Ah bon? Ah ben oui. Lesquels? Je ne sais pas. Et on nous dit que, par exemple, généralement, je pense que c'est la flotte d'Air France qui gère la logistique d'Air France, d'Air Sénégal. Donc, en tout cas, c'est... À Charles de Gaulle ou à AIBD? À Charles de Gaulle. D'accord. À Charles de Gaulle, hein? Oui. À Charles de Gaulle. Et on aurait même entendu, effectivement, que c'est Air France même qui fixe les prix d'Air Sénégal. Donc tout ça... Vous voulez dire que c'est la raison pour laquelle les billets d'Air Sénégal sont même plus chers que les billets d'Air France? Qu'est-ce qui justifie que les billets d'Air France soient plus en tout cas accessibles que les billets de... Alors que c'est une compagnie nationale. Notre État, quand même, ne peut pas profiter plus de nous que ne le fasse la France. Oui, nous avons quand même constaté que les taxes sont trop chères aussi. Parce que les prix des billets sont bien détaillés. Tout à fait. Sur le billet, lorsque vous faites la réservation. Aujourd'hui, est-ce que le député que vous êtes, vous pouvez faire quelque chose à ce niveau-là pour permettre aux Sénégalais de voyager? Autant les prix des denrées de première nécessité sont nécessaires, excusez-moi de la répétition, pour les Sénégalais qui sont au Sénégal. Donc, autant les billets d'avion sont aussi nécessaires que pour les Sénégalais. Parce qu'on a besoin d'aller constamment au Sénégal. Oui. La France, ce n'est pas notre pays. C'est notre pays d'accueil. Nous avons besoin constamment d'aller au Sénégal. Donc, effectivement, à l'instar des produits de denrées de première nécessité, bloquer les prix de l'avion. Donc, vous êtes pour l'ouverture du ciel sénégalais pour que d'autres compagnies puissent venir et que la concurrence s'installe? Non, mais en fait, si la concurrence permet aux Sénégalais de payer, franchement, moins cher un billet et aller au Sénégal, mais ce sera la faillite de l'État. L'État n'a pas su accompagner les Sénégalais qui souhaitent aller au Sénégal et avoir un billet à moindre coût. Mais s'il ne le fait pas, effectivement, les Sénégalais quand même préfèrent acheter... Mais un Sénégalais, par exemple, qui doit aller en France, au Sénégal, il voit qu'il y a un billet d'Air France à 600 €. Un billet d'Air Sénégal à 1200 €, le double. Mais vous pensez qu'il va acheter le billet d'Air Sénégal? Il va acheter le billet de... Donc, effectivement, si la concurrence quand même permet aux Sénégalais de voyager à moindre coût, sans se fatiguer et sans se ruiner financièrement, ben, je pense qu'il faut, il faut favoriser le... Mais moi, je suis pour qu'on protège notre compagnie nationale et protéger aussi les Sénégalais. Parce qu'il ne suffit pas de protéger cette compagnie-là en ruinant les Sénégalais. Ça, il est hors de question. Parce que le député, son rôle quand même, c'est de tout faire pour que le Sénégalais puisse vivre décemment et à moindre coût. Très bien. Nous allons passer à un autre thème. Il concerne l'éducation. Car la population estudiantine, nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à la FESEF, la Fédération des étudiants sénégalais de France, qui nous rapporte beaucoup de difficultés. Plusieurs mots. Étudier en France aujourd'hui est devenu un fardeau. Il va falloir soulever des montagnes pour acquérir du savoir dans un pays comme la France. Alors, chers députés, chers futurs députés, qu'est-ce que vous proposez aux étudiants qui nous suivent ce soir? Ils ont des difficultés de logement, des difficultés pour avoir accès à un stage ou aller en alternance, les bourses d'études, le renouvellement de leur titre de séjour, le retour au pays. La liste est très longue. Que proposez-vous à ces étudiants? Alors, là aussi, nous avons des propositions à faire. Effectivement, les Sénégalais, mais particulièrement les étudiants sénégalais, souffrent fondamentalement partout, franchement, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout ils souffrent.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, les bourses. Ce qu'on a constaté, c'est que Macky Sall a mis, par exemple, ici en France, un responsable de l'APR, je le cite, vous le connaissez, je ne sais pas, voilà, Émile Baroum, ancien responsable des jeunes de l'APR, de son parti. Ben, avant, c'était Moïse Sarr, qui était aussi un membre de son parti. Et nous avons vu que, effectivement, les bourses sont fondamentalement dirigées. En fait, c'est un moyen de capter l'électorat étudiant. Ah oui, vous pensez que mais les bourses sont... Ah non, si tu n'es pas un étudiant de l'APR, tu n'auras pas de bourse. Ah bon? Ah oui, et si tu veux une bourse, il faut adhérer à l'APR. Et pourtant, ce n'est pas ce que dit la SG2E. Mais ils n'ont qu'à sortir tous les étudiants qui sont en France. Parce qu'il y a des étudiants qui ont une bourse qui viennent en France. Ça, c'est des bourses d'excellence. Oui. Ça, c'est l'État qui le donne. Des fois, c'est dans des conditions qu'on... Mais il y a des étudiants, une fois ici, ils peuvent prétendre à une bourse. Oui. Mais ici, pour prétendre à une bourse, il faut avoir la carte de l'APR. Si tu n'es pas membre de l'Alliance pour la République, franchement, tu peux mettre une croix sur cet espoir d'avoir une bourse. Alors, est-ce que ça existait du temps de Abdoulaye Wade? Mais parce que du temps d'Abdoulaye Wade, celui qui gérait les bourses n'était même pas un homme politique. D'accord. Tout était transparent. Ah non, il n'était même pas... Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai eu des amis qui m'avaient dit effectivement qu'il y avait leur frère qui était là en France, du temps où on était au pouvoir. Et quand j'ai reçu leur dossier, ils remplissaient tous les critères pour avoir une bourse. Tous les critères. Et moi, dans ma tête, je me suis dit quand même, je pouvais aller, franchement, déposer leur dossier et tout. Mais quand je suis venu, le Sir Ndiaye, Malick Ndiaye, avait dit que non, mais il faut qu'il fasse comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent par la voie normale. Effectivement, il m'a dit, franchement, leur dossier plaide en leur faveur. Mais pour avoir cette bourse-là, il faut passer par la voie normale. Mais ici, en France, maintenant, ce n'est plus comme ça. Mais il faut être un membre de l'APR ou avoir la carte de l'APR ou participer aux manifestations de l'APR. La raison pour laquelle on donne à des responsables de l'APR cette direction-là. Alors maintenant, par rapport aux difficultés que rencontrent nos étudiants, nous voulons un système novateur. Parce que je pense que l'arrivée des étudiants doit se préparer en amont. Une fois que l'État, par exemple, bon, il y a des dossiers qui ne sont pas gérés par l'État. Il y a des étudiants qui viennent par leurs propres initiatives. Oui. Mais si on met en place, dans notre circonscription, une plateforme ou un guichet unique qui va recueillir tous les étudiants qui souhaitent ou qui ont un projet de venir en France. Maintenant, on va solliciter des Sénégalais qui sont ici. Oui. Toi, tu as vécu en France, tu travailles. Je vais te dire, Ibrahima, est-ce que dans ton entreprise, est-ce qu'il serait possible d'avoir l'année prochaine ou 2 étudiants qui pouvaient faire un stage dans ton entreprise? Tu le fais pour tous les Sénégalais qui le... Bon, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais franchement, c'est volontaire. Par rapport au logement, le logement est la principale, franchement, source de problèmes des étudiants. Oui. Un étudiant peut venir ici et travailler. Surtout les primo-arrivants. Exactement. Ouais. Donc ça aussi, il faut qu'on y trouve une solution. Effectivement, il y aura un système de parrainage que nous allons instaurer, demander à ceux qui le peuvent ou ceux qui peuvent aussi trouver d'autres logements qui sont hors du cercle de l'État. Parce qu'effectivement, la SGE, qui gère les étudiants étrangers a des partenariats avec l'État sénégalais, avec certains bailleurs en France. Oui. Mais cela ne suffit pas. Parce que le taux de Sénégalais qui viennent chaque année dépasse largement le nombre de logements que nous avons. Est-ce que, par exemple, toi ou un Ben qu'on connaît, le Aboubacar Benjenou, à qui je fais notre directeur de campagne quand même, j'avais même oublié de remercier notre directoire de campagne et principalement Ben qui dirige qui connaît franchement les problématiques voilà. Nous l'avons vu. Exactement. Solliciter ces Sénégalais-là pour qu'on puisse, en dehors du cercle classique, avoir d'autres sources, franchement, de trouver des logements à ces étudiants-là. Vous pensez que c'est possible dans un pays comme la France? Tout à fait. Ce système. Mais tout à fait. Mais il y a des associations qui trouvent des logements pour des Sénégalais. Mais pourquoi ne devront pas le faire pour les étudiants? Maintenant, par rapport au renouvellement, le Sénégal est le seul pays au monde où ces ressortissants sont liés à eux-mêmes. Par rapport au titre de séjour? Ah oui, on doit les accompagner. Parce que la SGE ne doit pas se limiter à donner des bourses, mais à chaque fois qu'il y a renouvellement, on demande des papiers aux Sénégalais. Oui. Mais ces Sénégalais-là, des fois, ils ne connaissent même pas. Je te dis qu'il y a des Sénégalais qui ne savent même pas où se trouve le consulat du Sénégal. Mais que nous sert Diallo Bové?
Vous voulez dire qu'ils ne sont pas recensés, ils n'ont pas de carte consulaire? Ils ne sont pas recensés. Je vais vous dire quelque chose. Mais il y a des Sénégalais même qui sont là en France depuis plus de 10 ans qui ne sont pas recensés. Parce que le consulat, et le consul particulièrement, ne fait rien pour aller vers les Sénégalais. Alors que c'est son rôle quand même. Il est payé, nourri, logé, véhiculé pour ça. Mais lui, il est toujours dans son bureau à régler des questions politiques. Qu'est-ce qu'il faut éliminer à l'APR? Qu'est-ce qu'il faut combattre à l'APR? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer l'opposition? Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher à l'opposition d'accéder au fichier électoral? Franchement, nous ne voulons plus de ce consul-là. Il faut qu'il parte. Parce que les Sénégalais ne le sentent pas dans leurs préoccupations, particulièrement les étudiants. D'accord. Vous avez parlé du fichier électoral. Comment l'appréciez-vous ici, en France, le fichier électoral? Bon, nous sommes en train, parce que quand même nous avons des experts électoraux ici. Franchement, dans notre coalition. Parce que vous avez longtemps décrié beaucoup d'incorrections. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Bon, je vais vous raconter une anecdote. Oui. En 2017, j'étais le directeur de campagne de la coalition Wattu Sénégal. Donc Nibassène, vous connaissez Nibassène, qui était l'une des députées sortantes. La députée sortante, oui. Qui n'a jamais mis, apparemment, moi je ne l'ai jamais vu à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, moi je ne l'ai jamais vu poser, en tout cas, un acte allant dans le sens, franchement, de régler le moindre problème des Sénégalais de la diaspora. Les gens disent qu'elle ne mettait même pas le pied à l'Assemblée nationale. En 2012, Nibassène n'était pas sur le fichier électoral. En 2012. Les Sénégalais de l'extérieur, oui. Oui. Elle n'a pas voté. Oui. Elle est venue avec une carte d'électeur. Ben, effectivement, le président du bureau a vérifié. On lui a dit effectivement que son nom n'était pas sur la liste des électeurs. Mais comme Diallo Bové voulait coûte que Nibassène vote, je pense que Diallo Bové a appelé son frère, qui était, je pense, ministre de l'Intérieur. Abdoulaye Daouda Diallo. Et apparemment, on lui a dit effectivement que son nom ne figurait pas sur le fichier électoral. Mais comme son nom ne figurait pas sur le fichier électoral, nous, on avait fait un recours. On avait fait un recours, effectivement, pour annuler, franchement, la liste de Benno Bokk Yakaar, parce que cette liste-là n'est pas valide. C'est moi qui ai écrit le recours ici, visé par le président de la DCNA, Badara Mbeng, et déposé au niveau du consulat. Et une fois à Dakar, c'est Mamadou Diallo et Mamadou Diop Decroix qui avaient pris le relais. Le Conseil constitutionnel avait jugé recevable notre requête et avait sollicité le ministère de l'Intérieur pour avoir le fichier électoral. Nous, le même fichier électoral qui nous a permis de faire cette requête-là, il n'y avait pas le nom de Nibassène. Le fichier que le ministre de l'Intérieur a fourni au Conseil constitutionnel, il y avait bizarrement et subitement le nom de Nibassène. Donc le Conseil constitutionnel nous avait dit effectivement que face aux deux fichiers, ben, voilà, le fichier qui fait foi, c'est le nouveau fichier que lui a donné le ministre de l'Intérieur et que notre requête ne pouvait aboutir. Donc c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc effectivement, c'est ce qui nous fait penser, effectivement, avec Macky Sall, il faut toujours être vigilant parce que cette fois-ci, nous n'allons pas lésiner sur les moyens pour que les élections soient libres, démocratiques et transparentes. Donc sur cette question-là, il faut que l'APR sache que le 31 juillet, l'opposition sera là, présente, pour que les élections se déroulent dans les conditions parce que les Sénégalais ne demandent que ça. Hein. Oui, le centre de vote de l'Île-de-France a été éclaté. Hein. Est-ce que vous avez tous les moyens nécessaires pour être partout à temps réel, entre Creil, Paris, ici, Mantes-la-Jolie? Non seulement le centre de vote de Paris a été éclaté, mais vous savez, c'est le coup que nous a fait le consul. Il a changé le lieu de vote encore à Paris, sans avoir personne. C'est le moment de le dire aux téléspectateurs. Je voulais terminer avec je voulais terminer par là, mais comme tu me donnes l'occasion d'en parler, il faut que j'en parle. Oui. En fait, Diallo Bové a décidé effectivement de changer le... Parce que Diallo Bové sait nettement, franchement, je pense qu'il est persuadé que les élections, ils l'ont perdu déjà. Maintenant, pour démobiliser l'électorat de l'opposition, il a changé le lieu de vote sans en avertir l'opposition. Mais effectivement, c'est mal nous connaître parce que nous sommes tous en train de tout faire pour que les Sénégalais sachent que cette fois-ci, on ne va pas voter ni à Saint-Denis, ni à Montreuil, mais on va voter à la Villette. Porte de la Villette. Porte de la Villette. C'est le métro. Ligne 7. Oui. Ligne 150, arrêt Magenta. Donc, et le tramway. Donc, il y a un tramway, le T3. Le T3 2 ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, nous allons accentuer ces derniers jours, effectivement, l'information pour que les Sénégalais sachent que effectivement Diallo Bové est dans une logique de saboter ces élections-là. Il a décidé de manière unilatérale parce que l'élection,
en dehors des considérations législatives et réglementaires, c'est une question d'élégance. En fait, rien ne lui empêche d'appeler l'opposition pour leur dire, effectivement, cette année, nous avons décidé, pour telle raison, mais de toute façon, la raison, elle est... Vous n'avez pas du tout été informé du tout. Nous l'avons appris comme ces changements. Nous l'avons appris comme tous les autres, alors que, quand même, nous sommes des acteurs clés du processus électoral. Oui. Mais ça, c'est du dialogue Beauvais. Mais je pense qu'effectivement, une fois que nous ayons la majorité, parce que sur ce plan-là aussi, nous avons des propositions à faire. Voilà. D'accord. Le plan consulaire et diplomatique, oui. C'est l'un des 3 axes de notre programme. Nous y viendrons. Voilà. Nous allons à présent parler de justice. Aujourd'hui, Ibrahima Diop, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le candidat titulaire de l'intercoalition Yewwi et Wallu. Alors, les 2 autres candidats de Aar Sénégal et Benno Bokk Yakaar ont été invités. Ils nous avaient donné leur aval. Malheureusement, au dernier moment, ils ont boudé le débat. Alors, nous allons à présent parler de justice. Un grand nombre de Sénégalais de l'étranger croupissent dans les geôles européennes. Avez-vous des chiffres? Si oui, combien sont-ils? Quelles sont les raisons pour lesquelles la plupart d'entre eux y sont admis, si vous les connaissez? Et quel est le rôle que vous comptez mener auprès de ces compatriotes afin de faire respecter leurs droits dans ces pays respectifs, mais aussi par la justice de ces pays dans lesquels ils résident? Très bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de chiffre exact. Mais le nombre, franchement, je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de Sénégalais dans les prisons, en fait, pas françaises, tout simplement. Parce que nous, quand je parle toujours au nom de notre circonscription. Oui. L'Europe du Nord, Centre et Ouest. Centre et Ouest. Ils sont nombreux. Et malheureusement, l'État sénégalais, particulièrement nos représentations diplomatiques et consulaires, ne font rien pour ces Sénégalais-là. C'est des Sénégalais. Un Sénégalais, quoi qu'on puisse lui reprocher, c'est un Sénégalais. Mais qui est-ce qui empêche? Parce que aussi, le Sénégal a beaucoup de coopération, des traités avec les pays où nous sommes, France, Allemagne. Mais qu'est-ce qui empêche à l'État sénégalais de récupérer ces Sénégalais-là pour qu'ils au moins purger leur peine dans la dignité? Parce qu'effectivement, ils sont dans des conditions très très difficiles. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien du tout. Moi, j'ai discuté avec des gens qui travaillent dans les aumôneries, dans les prisons, mais ils me disent effectivement que le nombre de Sénégalais qu'il y a dans les prisons françaises, franchement, c'est pas possible. Et vous êtes sûr qu'il n'y a aucune assistance de la part de l'État du Sénégal? Mais ce sont ces gens-là qui nous disent qu'on ne voit jamais. Je parlais l'autre jour, il m'avait dit qu'il y avait des ambassadeurs, hein, pas des consuls, des ambassadeurs qui étaient venus visiter, parler à ces trucs-là. Mais il n'a jamais vu d'autorité sénégalaise. Donc ça aussi, c'est pas possible. Alors, tout ce que nous allons faire, une fois, parce que nous, la première chose que nous allons faire, une fois élus, c'est de convoquer les assises de la diaspora. La diaspora, c'est la diaspora qui est sur notre circonscription. Pour recueillir toutes les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Maintenant, par rapport aux Sénégalais qui sont dans les prisons, mais je pense qu'effectivement, l'État sénégalais doit une assistance consulaire à ces gens-là. Donc, le consul qui est là, je vous l'ai dit que sa seule mission est politique. Bon, les Sénégalais, ce qu'ils vivent ne l'intéresse pas. Mais effectivement, il faudrait qu'on puisse, une fois au pouvoir, solliciter. Parce que j'ai dit que nous en aurons la possibilité, parce que le gouvernement qui sera issu de notre majorité travaillera en parfaite collaboration avec la majorité parlementaire. Il faut que l'État mette de manière maintenant systématique et pérenne des avocats à la disposition de ces gens-là. À chaque fois, nous allons faire, parce que la différence d'abord, avec les députés sortants, nous aurons une démarche franchement inclusive. Nous allons toujours et systématiquement aller à la rencontre des Sénégalais pour savoir leurs problèmes. Parce que si vous êtes loin des Sénégalais, vous ne pouvez pas savoir les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et ce que nous avons vu, c'est que les 3 députés Demba Sow, Nibassène et l'autre de Belgique avaient élu domicile à Dakar. Alors que Dakar, c'est le lieu de travail. À part les plénières, les travaux de commission. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas fait grand-chose lors des 5 dernières années pour la diaspora sénégalaise? Ils n'ont rien fait. Les Sénégalais ils ont élu domicile, j'ai dit, à Dakar. Alors que Dakar, c'est leur lieu de travail.
à part les travaux de commission, les travaux de plénière, ils doivent être pratiquement, si on devait passer le mois à Dakar ne pouvait que franchement une semaine, 2 semaines. Les 15 jours qui restent, on doit les passer dans notre circonscription pour aller systématiquement à la rencontre des Sénégalais et recueillir leurs doléances. Moi, je pense effectivement qu'il faudrait avoir une politique sociale, consulaire, pérenne. Ce n'est pas parce qu'un jour, un Sénégalais a tel problème, là, on prend un avocat. Non, il faut que des avocats soient engagés par l'État pour qu'à chaque fois qu'un problème touchant un Sénégalais leur est signalé, pour qu'ils puissent prendre en charge ce problème-là et le régler dans les plus brefs délais. Parce que quand même, les Sénégalais qui sont dans les prisons, c'est des Sénégalais, mais ils ont leur dignité aussi à préserver. Absolument. L'émigré sénégalais en situation irrégulière en Europe, de l'Ouest, du Nord et du Centre, il y en a à l'appel. La plupart du temps, surtout en France, certains sont rapatriés s'ils tombent par hasard sur un contrôle de police. Que pensez-vous faire pour ces Sénégalais qui ne souhaitent pas retourner, qui est en situation irrégulière en Europe? Alors, le problème du séjour, c'est un problème aussi qui relève de la souveraineté du pays d'accueil. Oui. C'est la France qui définit ses règles par rapport à l'immigration, aux immigrés. Alors maintenant, effectivement, l'État sénégalais a une coopération sur ce plan-là. C'est Macky Sall qui a signé le fait qu'effectivement, tout Sénégalais qui est pris dans la rue, partout, franchement, en situation irrégulière, est systématiquement rapatrié au Sénégal. Alors que ce Sénégalais-là aussi peut avoir des droits. Avec le Mali, ce n'est pas possible. Mais pourquoi ce qu'a fait l'État malien, l'État sénégalais ne peut pas le faire? Comme quoi, par exemple? Mais le laissez-passer consulaire, le Mali ne le donne pas. Alors que Diallo Bové passe toute sa vie à signer des laissez-passer consulaires. Vous pensez que c'est indigne? C'est indigne. Parce que si le Sénégalais avait ce qu'il voulait dans son pays, si Macky Sall avait une politique sociale, humaine, dirigée vers les Sénégalais ne seraient pas en France. Mais il n'y a pas de travail. Les gens ne travaillent pas au Sénégal. Le taux de chômage a atteint un niveau, franchement... Non, mais j'ai jamais vu ça, hein, franchement. Je n'ai jamais vu le taux de chômage, surtout les jeunes. Mais regardez le nombre. On nous disait sous Wade que oui, Barça ou le Barsac. Mais ça s'est accentué sous Macky Sall. Alors que Macky Sall nous avait promis qu'une fois au pouvoir, il allait régler cette lancinante problématique de l'emploi des jeunes. Il ne l'a pas fait. Donc les Sénégalais n'ont plus d'espoir dans leur propre pays. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de braver la mer, de braver les interdits pour arriver en France. Oui. Une fois en France, tu lui dis que tu vas retourner au Sénégal. Mais non, ce n'est pas sérieux quand même. Il faut que l'État sénégalais soit plus présent et plus humain que ça. Nous restons dans ce même sillage, Ibrahima Diop, pour parler de la coopération internationale entre le Sénégal et la France. Vos alliés, en l'occurrence le candidat de PASTEF, le leader de PASTEF, critique souvent la coopération entre le Sénégal et la France. Alors, êtes-vous d'une rupture de cette coopération entre ces deux pays-là, ou souhaitez-vous les relations entre le Sénégal et la France soient maintenues, d'autant plus qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe de plus en plus en Afrique subsaharienne de manière générale. Quelle est votre analyse de cette situation? Alors, Sonko n'a jamais dit qu'on doit rompre nos relations avec la France. Il n'a jamais dit ça. Il a dit effectivement qu'on doit revoir nos relations avec la France. Et ça, Abdoulaye Wade l'avait déjà fait. Quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, il a dit effectivement qu'on devait diversifier la coopération sénégalaise. C'est la raison pour laquelle il s'est tourné vers les pays arabes, vers la Chine, vers les pays de l'Asie. Ça avait profité au Sénégal. On a vu des infrastructures qui ont été construites du moins par la Chine, le financement de grands projets, franchement d'envergure par les pays arabes. Mais quand Macky Sall est venu, bon, un bon élève de la France, un bon élève de l'Hexagone, effectivement, ben lui, il s'est résolument retourné vers la France en donnant toute notre économie à la France. En fait, vous savez, ce qui révolte les Sénégalais, ce n'est pas l'acte que la France a posé. Mais j'ai dit souvent que c'est le Macky Sall qui a tellement mis en mal la France avec les Sénégalais, de sorte qu'on pense effectivement qu'il y a un sentiment anti-français au Sénégal. Mais c'est de la faute de Macky Sall. Effectivement, nous sommes d'accord avec Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko s'inscrit dans le sillage de Maître Abdoulaye Wade, qu'il faut revoir
notre coopération avec la France, parce que le Sénégal aussi a ses intérêts à défendre. Nous ne pouvons pas tout donner à la France. Nous avons besoin effectivement de garder et de préserver nos intérêts. Mais se tourner vers d'autres pays. Mais la France rencontre des problèmes. La France ne peut plus satisfaire ses propres problèmes à plus forte raison que les problèmes des autres pays. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, qui est en tournée en Afrique, exactement, l'a dit hier, Togo, a dit effectivement oui, que nous devons contrer l'avancée de la Russie en Afrique. C'est-à-dire que la France a perdu du terrain en Afrique. Effectivement, moi je pense qu'à l'instar de Ousmane Sonko et dans le sillage de Maître Abdoulaye Wade, qu'il faut varier la coopération sénégalaise. Il n'y a pas que la France dans ce monde et effectivement, il faut reconnaître que la France rencontre d'énormes problèmes pour satisfaire ses propres problèmes, à plus forte raison que satisfaire nos problèmes. D'autant plus que dans cette coopération, il n'y a que la France qui y gagne. Il faut que le Sénégal aussi puisse y gagner. Oui. Alors, nous allons parler à présent des émigrés sénégalais, toujours, vu que nous sommes à Paris, à Fresnes. Beaucoup de nos compatriotes, après la retraite, souhaitent rentrer tranquillement et consommer leur retraite au Sénégal. Mais la plupart de ces pauvres retraités rencontrent des difficultés et sont obligés de faire beaucoup de va-et-vient entre le Sénégal et la France, mais rencontrent aussi des difficultés administratives pour toucher leurs droits. Tout à fait. Ah, ça, c'est franchement... Qu'est-ce que vous comptez faire? Tout à fait. C'est l'une des questions. En tout cas, c'est l'une des thématiques centrales, franchement, de notre campagne. Parce que ce que nous avons constaté, nous, un Français qui prend sa retraite pour aller au Sénégal, acheter une maison et vivre décemment jusqu'à la fin de ses jours au Sénégal. Oui, sur la Petite Côte, ils sont très nombreux. La Petite Côte, hein, la Petite Côte, que je connais très bien. Mais un Sénégalais qui travaille ici, après sa retraite, ne peut pas faire pareil. Absolument. Franchement, c'est pourquoi cette question-là, je pense qu'il faut la traiter de manière très responsable. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que si nous voulons que cette question-là soit réglée, parce que ce n'est pas Macky Sall qui va régler cette question, pendant qu'il est au pouvoir, tous les Sénégalais, toutes les associations de Sénégalais de la France ont tellement parlé de ce problème-là, mais rien n'a été fait. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'enjeu de ces élections-là, c'est qu'on puisse nous donner la majorité pour qu'on puisse traiter. Parce que cette question-là aussi, on ne peut pas la traiter, franchement, en dehors, en disant qu'il faut la traiter avec l'État français. Oui. Il faut que l'État, c'est pourquoi je parle toujours de volonté politique, il faut que l'État ait une volonté politique, en entendant aussi le cœur de ces Sénégalais. C'est très difficile, parce que des fois, l'autre jour, j'ai rencontré un de mes vieux parents en France qui m'a dit que oui, il est venu parce qu'il est obligé de venir. Alors qu'il a fait plus de 40 ans en France, il a sa retraite. Alors que, comme je l'ai dit, au Sénégal, tu vois des Français qui achètent leur maison, qui n'ont plus besoin de venir en France. Hein, oui. Alors que pour nous, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une vraie coopération entre la France et le Sénégal. Parce que tout à l'heure, j'avais dit que à chaque fois qu'on regarde notre coopération avec la France, il n'y a que la France qui y gagne. Mais il faudrait que l'État aussi puisse peser sur cette question-là en permettant aux Sénégalais qui ont fait toute leur vie active ici en France, en travaillant très dur des fois, à retourner au Sénégal quand même et vivre au moins jusqu'à la fin de leur jour de manière décente et un peu jouir quand même de la vie. Parce que des fois, en France, tu te lèves à 4h, 5h du matin. Tu finis des fois à 18h, 19h. Le temps de rentrer, il est 22h. Tu viens, tu n'as même pas le temps de ta famille. Mais des fois, tu as besoin de prendre un peu de recul quand même, une fois la retraite prise, et aller avoir une vie normale. Oui. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de l'écho, cette nouvelle monnaie qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et la sortie du franc CFA. Jusqu'à présent, ça tarde à voir le jour. Beaucoup d'Africains sont impatients de voir enfin une monnaie qui ne dépendra plus de la France, comme l'estiment certains. Quel est votre avis là-dessus? Mon avis, c'est que c'est une monnaie qui a été décidée par tout le monde, mais c'est Macky Sall et Alassane Ouattara qui bloquent ça. C'est Macky Sall et Alassane Ouattara qui sont des valets, franchement, de la France. Moi, je pense qu'ils sont des... c'est des préfets de la France. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui touche le continent africain, il y a la main de ces deux présidents-là. Et généralement, on voit qu'il y a un désavantage qui est voulu par ces deux chefs d'État-là. Leur position n'avantage jamais l'Afrique. C'est toujours l'avantage de la France. Il faut que cela cesse. L'Afrique, quand même, vous savez, un pays ne pourra jamais se développer sans sa monnaie. Quand je dis sa monnaie, c'est sa propre monnaie. Parce que tu as une monnaie qui est arrimée sur l'euro.
Mais si un jour la France décide, franchement, de dire qu'effectivement, on dévalue encore, mais on ne pourra pas s'opposer à ça. Et une fois que cette monnaie-là sera dévaluée encore, c'est les populations autochtones, c'est-à-dire les Sénégalais et les pays, les populations des pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont en souffrir. Il est temps quand même, effectivement, que cette question-là soit réglée pour que l'Afrique, franchement, reprenne sa dignité quand même. Parce qu'un continent comme le continent africain, la sous-région comme la sous-région sous-africaine, qui dépend toujours de la France, comme si on était du temps de la colonisation, il faut que cela cesse. Et vous devez savoir aussi que notre future majorité parlementaire prendra cette question, parce qu'effectivement, il y a de grands défenseurs de cette politique-là, comme les Ousmane Sonko, qui feront effectivement peser cette demande sociale africaine sur la balance, et que les députés vont s'en servir pour effectivement corriger cette injustice. Cette injustice. Revenons à présent en France, car de nos jours, de jeunes Sénégalais sont devenus aujourd'hui vendeurs de crack à la gare du Nord, selon la presse française. À quelques encablures de la résidence de l'ambassade du Sénégal à Paris, vous, futurs députés d'Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest, que pouvez-vous faire pour sortir ces jeunes Sénégalais de cette impasse? Très bien. Alors, moi j'ai fait des recherches là-dessus. Le constat, c'est que c'est des vendeurs, mais ce n'est pas des consommateurs. Oui. Les Sénégalais qui sont dans ce milieu-là, c'est des vendeurs, mais pas des consommateurs. Maintenant, ils sont dans ce trafic quand même. Oui, mais ils ne consomment pas, ils vendent. Donc ce qui les intéresse, c'est l'appât du gain, l'argent. Oui. Alors, moi j'en ai discuté avec beaucoup de gens qui sont dans ce milieu-là. Et ils me disent que quand ils sont venus en France, ils n'avaient pas de repères, ils ne connaissaient personne, ils ne voyaient... tu leur dis, mais vous savez qu'il y a un consulat? Ils te disent, mais je ne connais même pas, c'est quoi un consulat? C'est quoi une ambassade? Ils ne savent pas. C'est la raison pour laquelle il faut trouver une solution à ça. Moi, je pense, par exemple, si on avait une maison des Sénégalais, de la France, si on l'a en France, on l'a en Allemagne, on l'a partout, effectivement, pour orienter ces Sénégalais-là vers ces maisons-là, pour qu'ils puissent bénéficier d'une politique d'accompagnement, peut-être, je ne sais pas, peut-être, bon, il y a des gens qui te disent, ah oui, ils ont choisi la vie facile parce qu'ils pouvaient faire autre chose. Mais quand ils sont venus en France, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils n'avaient pas de repères. Ils ont été récupérés peut-être par les barons de la drogue qui les ont initiés à ça en leur disant, effectivement, que vous pouvez gagner de l'argent facilement. Effectivement, et je vous dis que tu as parlé des prisons. 60% des gens qui séjournent en prison sont issus de ce milieu. Les Sénégalais, 60% ils sont issus de ce milieu-là. Ça, c'est des chiffres que je tiens de la réalité. Donc, effectivement, je pense effectivement il faudrait une politique d'accompagnement. Il faudrait effectivement que l'État puisse effectivement recevoir ces Sénégalais en France en ne leur laissant pas à la rue, mais les recueillir pour leur dire effectivement, parce qu'il ne faut pas croire aussi que l'État peut régler tout. On ne pourra pas régler tous les problèmes. Mais si nous faisons ce que nous devons faire en tant qu'État, maintenant le reste, je pense que ce sera facile. Maintenant, si un Sénégalais décide effectivement de se soustraire de la légalité pour aller faire autre chose, la loi va s'appliquer. Mais quoi qu'il en soit, l'État doit être toujours au chevet des Sénégalais. D'accord. Nous allons parler à présent de certaines associations que j'ai rencontrées en France, qui sont bien organisées, qui ont des caisses communautaires, qui réalisent des infrastructures, surtout dans le nord du pays. Pensez-vous que l'État doit les accompagner pour leur permettre de mieux participer à l'effort de développement de leur pays? Tout à fait. C'est des associations à qui le peuple sénégalais, franchement, doit du respect d'abord et de la considération. Parce qu'ils ont beaucoup fait. Ils se sont franchement substitués à l'État dans certains villages. Moi, j'ai vu des villages, ou des villes d'ailleurs, où ce sont des Sénégalais, des immigrés, qui se sont cotisés ensemble pour construire des écoles. D'ailleurs, j'ai regardé un reportage, c'était sur une télévision française qui faisait des reportages, et où une association d'immigrés, c'est des Soninké, franchement, qui sont aussi actifs dans ce sens-là, qui avaient construit à la place de l'État, parce qu'il y avait des abris provisoires, plusieurs abris provisoires dans des écoles, et ces associations-là ont trouvé de l'argent qu'ils ont cotisé, mais d'autres partenaires, effectivement, pour construire des écoles. Donc ça, c'est des initiatives à saluer. Effectivement, on doit les accompagner. Moi, je connais par exemple une association dont les ressortissants sont de Dakar, Grand Yoff, tout ce qui est Grand Yoff, Castor et tout. Ils ont pratiquement 18 conteneurs remplis de lits d'hôpital,
d'ambulance, hein, alors que l'ambulance, franchement, ne devait même pas passer à la douane. Et des produits qui étaient systématiquement destinés à la population de ces zones-là. Exactement, d'utilité publique. Mais l'État a dit non, on leur demande de payer 18 millions. Sinon, ben... de taxes douanières. Ah ben oui. Si vous ne payez pas, ben, vos conteneurs vont rester là. C'est dommage quand même. Alors que c'est des dons. C'est des dons et ils le savent. Franchement, ils ont les papiers et tout. Ils ont les papiers et tout. Et c'était franchement le début d'une coopération. Mais comme ces conteneurs-là sont toujours au port de Dakar, ben, leurs partenaires avaient dit franchement que ça ne sert à rien de continuer avec vous. On peut donner à d'autres qui en ont voulu. Ils ont orienté leur action vers le Cameroun, vers le Tchad, vers les pays d'autres pays de l'Afrique. Et c'est dommage. Je pense effectivement que l'Assemblée nationale doit se saisir de cette question-là en légiférant en ce sens-là. Dans ce sens, effectivement, on doit avoir des lois qui permettent à ces gens-là, à chaque fois qu'ils ont des projets d'utilité publique, qu'ils soient exonérés de toute taxe. Et qu'il n'y ait même pas de tracasserie douanière. Parce que c'est à l'État de faire ça. Si on trouve d'autres qui le font à la place de l'État, quand même l'État doit encourager cette démarche. Et vous avez parlé de ces infrastructures. La plupart d'entre eux ne sont pas équipés, ne disposent pas de personnel de ressources humaines. On en voit dans le Fouta. Tout à fait. Parce que c'est pas à l'État. C'est pas le rôle de ces associations-là de recruter. Par exemple, on construit une école. Mais les profs, c'est l'État qui doit... C'est l'État. Parce que l'enseignement, c'est un des domaines régaliens de l'État. Oui. Mais... Des centres de santé, la santé, effectivement, la santé, c'est un des domaines régaliens de l'État. L'État, ce que les associations peuvent faire, c'est de construire et mettre à la disposition de l'État ces infrastructures-là. Maintenant, c'est à l'État d'équiper le personnel qu'il faut. Des fois, même, il y a des infrastructures qui ont l'équipement et tout. Il ne manque que le personnel. Mais comme l'État préfère recruter les militants de l'APR que de recruter de vrais médecins, mais on a effectivement dans ces zones-là des hôpitaux qui sont prêts à fonctionner, mais qui malheureusement sont toujours fermés faute de personnel. C'est valable aussi pour les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de personnel. Parce qu'à la place aussi, Macky Sall préfère récupérer les ASP, là, sa milice privée qu'il a finalement déversée dans la police et la gendarmerie au lieu des enseignants. Oui. Dans ce même sillage, ces mêmes immigrés rencontrent souvent des difficultés pour rapatrier des corps, des proches qui sont décédés. Certains sont obligés de faire des quêtes dans les rues, demandant des pièces, un peu d'argent de gauche à droite pour payer le rapatriement de ces corps. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois à l'Assemblée nationale pour permettre à ces Sénégalais qui sont à 5000 km de chez eux, s'ils sont décédés, d'être dignement enterrés chez eux comme ils le souhaitent? Très bien. Franchement, c'est une question importante, mais c'est une question quand même qui nous rappelle de mauvais souvenirs. Pendant la période de la Covid-19, Macky Sall avait décidé, en tout cas avait dit aux Sénégalais, ben, si vous mourrez en France, si vous mourrez à l'extérieur, ben, restez là-bas, on ne veut plus de vous. Il a fallu un combat des Sénégalais de l'extérieur. Et c'est l'occasion, franchement, de rendre un hommage aux Sénégalais de l'extérieur. Ici en France, quand même, le combat a été porté par une association où il y avait Ben, qu'on connaît quand même, qui est toujours engagé dans ces questions-là. Nous nous sommes battus pour que Macky Sall recule. Mais Macky Sall, avec son ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, avait dit aux Sénégalais, franchement, vous mourrez en France, vous allez rester en France. Ça, franchement, c'est pas humain. Et maintenant, pour répondre à cette question, effectivement, il y a beaucoup de Sénégalais, effectivement, qui peinent à rapatrier leur corps. Moi, je pense qu'il nous faut une assurance des Sénégalais de l'extérieur. L'assurance qui doit servir uniquement. Parce que quand tu sais que tu as une famille ici, et que, voilà, la mort n'épargne personne. Moi, je pense que avec des prix, des cotisations, franchement, ben maintenant, le reste, c'est l'État qui doit prendre en charge. Il y a des associations qui le font déjà. Exactement, mais il faut que ça soit institutionnalisé. Il faut que l'État puisse prendre ces initiatives-là, franchement, pour permettre à tous les Sénégalais. Il y a des associations qui le savent, mais il y a des qui le font, mais il y a beaucoup de Sénégalais qui ne savent, qui savent pas que cela existe. Et alors que si c'était une politique commune de l'État envers tous les Sénégalais, moi je pense que les Sénégalais, effectivement, qui ont leur famille en France, pourraient adhérer à ces initiatives-là. Mais si on laisse le Sénégalais à lui-même, parce que ça coûte cher, si tu dois gérer d'abord, tu as un parent qui est malade, tu dois gérer les frais et tout, c'est déjà cher, tu dois rapatrier le corps, aller au Sénégal encore faire d'autres dépenses, moi je pense que c'est très compliqué. Il faut que l'État puisse asseoir une politique d'accompagnement de ces Sénégalais-là, allant dans le sens de prendre en partie
comment dirais, les dépenses de rapatriement des corps, mais l'autre partie, effectivement, va relever de la cotisation de ses membres. Vous voulez dire que le Sénégalais de la diaspora ne sent pas qu'il y a un État qui se soucie de lui, qui pense à lui, qui est à ses côtés, qui peut le soutenir, le sauver? Nous sommes le seul pays dans cette circonscription à ne pas sentir la présence de notre État à nos côtés. Et ça, depuis que Macky Sall est là. Parce que je vous l'ai dit, au lieu de nommer des diplomates chevronnés, rompus à la tâche, il a nommé partout ses militants. Partout. À Paris, le consulat. Le consul, c'est le trésorier de l'APR. La vice-consul, elle est chargée de la commission féminine, je ne sais pas quoi, de l'APR. Partout. Mais est-ce que ceci ne date pas aussi du temps d'Abdoulaye Wade lorsque vous étiez au pouvoir? Ah, nous, notre consul n'était pas politique. Hein. Il y avait la vice-consul Atia qui était politique. Nous, notre consul n'était pas politique. Vous pensez que les consuls... non, non, on peut avoir le vice-consul, parce que la vice-consul, généralement, c'est elle qui règle les questions sociales. Et comme elle est politique, en fait, dans sa démarche, il disait du moins que, Abdoulaye Wade disait que, comme généralement, c'est des femmes, en plus, qu'il nommait à ces postes de vice-consul. Oui. Abdoulaye Wade disait que, comme elles ont cette fibre-là d'aider les gens, et généralement, dans les consulats, ce sont les vice-consuls qui gèrent les questions sociales. Et c'est des femmes politiques qui connaissent les Sénégalais. Elles connaissent les Sénégalais, elles sont à la rencontre de tous les Sénégalais. Et généralement, elles ne font pas de différence entre un membre de leur parti. Et c'est pourquoi Macky Sall en a fait maintenant une doctrine. Même dans les ambassades, maintenant, on nomme que des militants de l'APR. Oui. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sur la plateforme Mamam Production, Mamam Group, en direct sur YouTube. Merci de nous suivre en tout cas. Il nous reste quelques questions. Nous allons poursuivre le débat avec Ibrahima Diop, qui est le candidat titulaire de l'intercoalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. Je rappelle encore une fois que les deux autres candidats qui devraient être présents ici ont finalement boudé le débat. C'est pourquoi vous suivez Ibrahima qui est seul sur le plateau. Alors, Ibrahima, nous allons passer à une autre question épineuse qui hante quand même le sommeil des Sénégalais, car les Sénégalais de la diaspora aussi se soucient du bien-être de leurs proches restés au pays. Ces derniers temps, on voit beaucoup de cas d'agression dans les rues de Dakar et dans certaines grandes villes du Sénégal. Pensez-vous que le député que vous êtes, vous pourriez jouer un rôle pour permettre à l'État d'être le garant de la sécurité de tous les Sénégalais? Très bien. Bon, je vous rappelle aussi qu'il y a des Sénégalais qui me signalent qu'ils ont du mal à suivre l'émission parce que le lien qu'on leur a envoyé est... Je ne sais pas si ça marche ou pas. Oui, donc c'est Mamam Group sur YouTube. Je pense qu'ils pourront même le suivre en replay. Ah, d'accord. Voilà, ils ne rateront rien. Exactement. Alors, effectivement, moi je pense que la problématique de l'insécurité au Sénégal doit interpeller tous les Sénégalais. Et que il est du rôle de l'État, d'assurer la sécurité de des biens et des personnes. J'ai l'impression qu'au Sénégal, on n'a pas de police, on n'a pas de gendarmerie. Parce que maintenant, les agresseurs opèrent même en pleine journée. On a vu ce qui se passe à Dakar. Et il n'y a pas que Dakar, tu vois, à Mbour c'est pareil, à Kaolack c'est pareil. Et pourtant, nos forces de l'ordre ont toujours été louées un peu partout, même en dehors du Sénégal. Oui, mais effectivement, mais maintenant, c'est quoi le problème alors? Parce qu'effectivement, il y a une bombe sociale qui est là. Cette jeunesse qui n'a pas de travail, qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'avenir. Mais quand vous avez des jeunes comme ça dans un pays et vous ne leur offrez aucune perspective d'avenir, alors, mais qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? De sombrer dans l'insécurité, dans le banditisme. Il ne faut pas en vouloir à notre jeunesse. Moi, je pense que si l'État avait... En plus, Macky Sall nous a dit, oui, maintenant, il y a eu des recrutements dans la police. Mais ces recrutements-là, je l'ai dit, ce sont ces milices qui étaient dans les ASP, les agents de sécurité de proximité, qui a déversé dans la police et la gendarmerie. Et ça, franchement, ça n'augure rien de bon. Parce que la police sénégalaise, comme tu l'as dit, c'était une police républicaine, formée à la bonne école et dont la compétence et le talent étaient loués partout dans le monde. À chaque fois que nous étions dans des missions de maintien de la paix dans le monde, franchement, les éloges nous étaient faits. Maintenant, ce qui se passe au Sénégal, c'est effectivement la police n'a plus de moyens.
Macky Sall nomme en fonction de ses intérêts politiques. Si ce policier-là ne fait pas ce qu'il voilà, en tout cas ce qu'il veut, interdire des manifestations, mater l'opposition, il est remplacé pour ramener quelqu'un qui est là que pour gérer les intérêts de Macky Sall et de l'APR. Effectivement, il faudrait que la nouvelle Assemblée nationale, toujours en rapport avec le gouvernement qui sera mis sur place. Parce que moi, je lis la majorité parlementaire au futur gouvernement, parce que nous, effectivement, ce gouvernement sera issu de la majorité parlementaire. Il y aura une coopération politique entre l'exécutif et le législatif pour permettre, en donnant des moyens, parce que les moyens dans un État, c'est l'Assemblée nationale qui les vote. Il faudrait que l'Assemblée nationale puisse examiner un projet de loi qui puisse permettre à la police, à la gendarmerie et aussi à notre armée d'avoir tous les moyens qu'il faut pour assurer la sécurité de notre territoire, mais la sécurité des biens et des personnes. Oui. Alors, ces derniers jours, les rues de Dakar sont encore inondées. Encore cette épineuse question des inondations qui reviennent sur la table. Les députés en parlent rarement. Y a-t-il des propositions que vous pouvez faire pour soulager ces populations qui sont dans les eaux? Les députés, ce sont les députés de Macky Sall qui n'en parlent pas. Mais les députés de l'opposition en parlent tous les jours. Mais le problème, c'est pas ça. Toi, tu es journaliste. Je vois que tu es un peu imprégné quand même de la vie politique sénégalaise. Mais en 2012, Macky Sall avait un plan décennal. 2012-2022. Macky Sall nous avait dit qu'avec 700 milliards, donc il a injecté 700 milliards dans la construction d'infrastructures qui pour éviter les inondations. Il nous a dit en 2022, il n'y aurait plus d'inondations au Sénégal. Mais on est en 2022. Est-ce qu'il n'y a pas d'inondation? La première chose qu'on va faire, c'est de mettre sur place une commission d'enquête parlementaire pour qu'on nous fasse passer ces 700 milliards. Tu ne peux pas, franchement, 700 milliards, c'est un tiers du budget sénégalais. Tu ne peux pas injecter cet argent-là dans la constitution ou la construction d'infrastructures et venir nous dire effectivement que oui, les inondations sont là parce que... Non, mais non. Il faut que d'abord que la transparence soit au courant. Maintenant, effectivement, il faudrait que Macky Sall ait le courage de faire comme Abdoulaye Wade. À Dakar, il y a des zones qui ne sont pas habitables. Au Sénégal, il y a des zones qui ne sont pas habitables. Il faudrait déplacer ces peuples. Ça demande du courage politique. Abdoulaye Wade l'avait fait, hein, le plan Djahaï, entre autres. Mais ça n'a pas réglé le problème des inondations. Mais parce que Macky Sall n'a pas continué sur cette politique-là de relogement. Non seulement Abdoulaye Wade construisait des maisons, déplacer les populations. Et franchement, avec des prix très... Franchement, on pouvait même dire que ça frôlait la gratuité. Mais Macky Sall construit des maisons avec le même coût que les maisons qu'Abdoulaye avait construites, mais en demandant aux Sénégalais de payer 15-20 millions. Mais les Sénégalais qui habitent dans ces zones-là, s'ils avaient les moyens de payer 15-20 millions, ce serait franchement déjà déplacés de ces zones-là. Il faudrait une politique d'habitat social qui est accessible à tout le monde. Hein, parce que, comme je l'ai dit, ceux qui habitent dans ces zones-là n'ont pas les moyens de s'acheter des maisons d'un certain coût. Il faut que l'État construise des maisons à moindre coût pour reloger ces... Si nous ne le faisons pas, on aura mis 1 million de milliards, ça ne va pas régler le problème. Parce que c'est des zones qui ne sont pas faites pour habiter, c'est des zones inhabitables. C'est ça la question. Oui. Maintenant, il faut avoir du courage politique et la volonté aussi pour faire ça. Oui. Alors, il y a une question que beaucoup de nos compatriotes ont soumise, c'est l'importation des véhicules d'occasion vers le Sénégal. Car il y a une loi depuis le régime d'Abdoulaye Wade qui fixe un âge limite pour importer des véhicules au Sénégal. Je pense que à l'heure actuelle, pour les véhicules légers, c'est des moins de 8 ans qui peuvent entrer au Sénégal. Quelle appréciation faites-vous de cette loi? Alors, maintenant, il faudrait comprendre l'origine de cette politique de limitation de l'âge des véhicules au Sénégal. Quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, il avait dit qu'il faudrait que le Sénégal puisse produire ses propres voitures. Iran Auto vous a rappelé. Oui. Donc, les bus Tata qu'on construisait au Sénégal, vous en rappelez. Donc, il avait dit que pour protéger ces entreprises-là, il fallait aussi revoir notre politique d'importation. Mais ce ne sont pas des entreprises automobiles réellement dites. Hein. Oui, mais c'est des usines de montage. Des usines de montage, tout à fait. Où travaillaient des Sénégalais. Oui. Donc, c'est des Sénégalais qui avaient construit le capital. Ça, il le rappelait, les Sénégalais avaient construit le capital. Donc, on avait l'expertise iranienne, mais c'était des Sénégalais aussi qui travaillaient là-bas. Donc, et pour protéger ces travailleurs sénégalais, effectivement,
Et l'État avait dit effectivement qu'il fallait qu'on revoie notre politique d'importation de voitures, de véhicules. Il fallait limiter l'âge. Donc Wade le faisait dans le seul but de limiter, en tout cas, les risques de sécession de ces entreprises-là. Maintenant, quand Macky Sall est venu, on n'avait plus d'usine de montage. Bon, il a relevé l'âge jusqu'à 8 ans. Mais moi, je dis effectivement, il y a des voitures qui ont 10 ans ici, 15 ans, et franchement, qui sont beaucoup plus performantes que des voitures que je vois au Sénégal. Moi, je pense quand même, effectivement, en tout cas, moi, je m'engage, moi, en tant que député de la diaspora. Ça, franchement, ça ne fait pas partie du programme de notre... Mais quand même, en tant que député, j'ai la latitude de proposer des projets de loi. Et je pense effectivement que j'ai entendu d'autres députés de la diaspora dire ça. Et nous pouvons constituer un groupe, franchement, des députés de la diaspora pour effectivement faire voter une loi ou relever l'âge l'âge des véhicules à 15 ans. Parce qu'ici, une voiture qui a 15 ans, franchement, c'est une voiture neuve. Hein, ouais. Qu'est-ce qui empêcherait aux députés de voter une loi qui peut laisser un véhicule qui est autorisé à rouler en Europe, donc selon les normes européennes qu'on connaît. Moi, j'ai dit effectivement, c'est que effectivement, il y aura une discussion sur cette question-là. Une voiture avec un contrôle technique européen valable, peut accéder au Sénégal. Effectivement, je pense que ça, en tout cas, moi, c'est un engagement personnel que je prendrai. Maintenant, si j'ai d'autres collègues qui peuvent me rejoindre dans ce sens-là, tant mieux. Sinon, moi, je le ferai tout simplement en tant que député de la diaspora, quand même, parce qu'il y a des Sénégalais qui ont des véhicules ici et qui ne peuvent pas franchement l'amener au Sénégal, parce que des fois, une fois au Sénégal, tu es obligé de louer, alors que les voitures que tu loues là, la voiture que tu as en France est beaucoup plus performante que ces véhicules-là. Oui. Effectivement, il faut systématiquement revoir cette limite, la porter peut-être cette limite-là à 15 ans, ou franchement dire effectivement, à chaque fois qu'un véhicule a un contrôle technique qui lui permet de rouler en France en respectant les normes, parce qu'ici aussi les normes, franchement, ça compte que ces véhicules-là peuvent aussi rouler au Sénégal. Ok. Alors, le troisième mandat de Macky Sall, êtes-vous pour ou contre? Il y a pour l'instant le ni oui ni non qui plane. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certains parlent de la durée du mandat et non du nombre, durée, nombre. Le débat est ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de ni oui ni non, c'est non. Nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot. Mais ce n'est pas à Macky Sall de dire son dernier mot. La Constitution sénégalaise a déjà réglé ce problème. La Constitution sénégalaise dit clairement en français, tu parles français, je parle français. Tu comprends le français, je comprends. Nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Ok, on parle du nombre, de la durée. 5 ans, 7 ans. Nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. De 5, 7 ans. Non, on ne parle pas. Non, dans cette disposition, on ne parle ni du mandat, ni du durée. De la durée, oui. De la durée, du moins, excusez-moi. On ne parle ni de la durée, ni du nombre. On parle de mandat. Vous pensez qu'en aucun cas, Macky ne peut prétendre briguer un 3e mandat? Mais non, Macky Sall a fait un mandat d'une durée de 7 ans. Oui. C'est un mandat, non? Oui. Il a fait encore un autre mandat d'une durée de 5 ans. C'est combien de mandats? 2. Oui, 2 mandats. 2 mandats. Oui. Maintenant, il se limite là parce que la Constitution dit qu'on ne peut pas faire 2 mandats successifs. Non, franchement, moi je pense qu'il y a deux possibilités. C'est que Macky Sall le force et que le Sénégal sombre dans le chaos. Qu'est-ce qu'il force selon vous? Mais forcer, c'est aller au-delà des prérogatives que t'offre la Constitution. La Constitution a dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Cette disposition ne parle ni de la durée, ni du nombre. J'ai dit un mandat d'une durée de 7 ans. Est-ce que c'est un mandat ou pas? Y a-t-il une comparaison entre le 3e mandat d'Abdoulaye Wade en 2012? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pas comparable. Non, parce qu'il n'y a pas de disposition transitoire ici. Alors que Abdoulaye Wade, dans l'article 144 de la Constitution de 2001, avait clairement dit que tout, à l'exception du mandat, toutes les dispositions s'appliquent au président de la République. Donc ça, c'était clair. Alors qu'ici, on nous dit que personne nul ne peut faire. Parce que comme je l'ai dit, Macky Sall a fait un mandat d'une durée de combien? Le premier mandat? 7 ans. C'est un mandat. On est d'accord? Est-ce que c'est un mandat ou pas? Oui, c'est un mandat. Un mandat d'une durée de 7 ans. Donc la durée, c'était 7 ans, un mandat. Oui. Là, il est en train de faire un mandat. Oui. D'une durée de 5 ans. La durée, c'est 5 ans. Oui. Donc il a fait combien de mandats? 2 mandats, oui.
De 7 et de 5 ans. Oui, 7 et 5 ans, mais 2 mandats. Et lui, il souhaite faire 2 mandats de 5 ans. Ça, ce sont les constitutionnalistes qui le disent, hein, ce n'est pas moi. Alors, pour le mandat, voilà. donc la Constitution a réglé ça. Okay. Maintenant, j'ai dit que soit il force, oui. Parce que si vous voyez la tournure de la campagne électorale, on ne nous parle que de Macky Sall. Oui. Alors que c'est la campagne des députés. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi les élections législatives qui aussi seront une sorte de stage pour les prochaines élections présidentielles? C'est la raison pour laquelle je dis aux Sénégalais, si vous ne voulez pas qu'il y ait des morts encore au Sénégal, il faut régler la question. Et nous avons notre arme dans nos poches pour régler la problématique du troisième mandat, d'une troisième candidature. Parce que le troisième mandat, Macky Sall ne peut plus gagner d'élection au Sénégal. Ça, c'est clair. Maintenant, il pensait qu'en volant, il peut le faire. Maintenant, la vigilance que nous adoptons dans l'opposition ne lui permet plus de voler. Maintenant, on va dire aux Sénégalais, si vous ne voulez pas qu'il y ait des morts, parce que si Macky Sall veut une troisième candidature, et là, il y aura franchement des pertes, beaucoup de pertes en vie humaine. On ne le souhaite pas quand même. Ah ben oui, si vous ne le souhaitez pas, maintenant il faut voter largement l'intercoalition Yewwi Wallu. D'accord. Alors, nous arrivons au terme. Ces élections-là. Maintenant, effectivement, comme je l'ai dit au début de notre émission, j'aurais aimé quand même que ces deux choses-là soient occupées, mais malheureusement, bon, il n'y a pas eu de débat entre les différentes coalitions, mais le débat, quand même, je pense, a été beaucoup plus fructueux. Généralement, quand même, je pense même que si les autres étaient là, on n'aurait pas tout ce temps-là, effectivement, pour expliquer aux Sénégalais les tenants et les aboutissants de notre programme. Maintenant, je lance un appel aux Sénégalais. Parce que le vote qui va se passer dimanche est un vote un peu particulier. Parce que entre la coalition Yewwi et la coalition Wallu, il y a ce qu'on appelle le principe de désistement. Donc, dans chaque département, on a confié la bannière à une coalition. Si vous allez à Dakar, la bannière est confiée à la coalition Yewwi Sénégal. Mais dans la liste de la coalition Yewwi, il y a des députés de la coalition Wallu. Si vous venez en France, moi qui vous parle, je suis du Parti démocratique sénégalais. Oui. Mais je suis sur la liste de la coalition Yewwi. Donc il ne faut pas... Et effectivement, ça aussi, il faut le dire, que le jour de l'élection, ici à Paris, on va voir le bulletin de la coalition Yewwi avec la photo de Abdoulaye Wade, de Wallu. Je répète, on verra le bulletin de la coalition Wallu avec la photo de Abdoulaye Wade, mais on va voir aussi le bulletin de la coalition Yewwi. Et l'ordre qu'Abdoulaye Wade a donné, c'est que tous les responsables, tous les militants, tous les sympathisants du Parti démocratique sénégalais et de la coalition Wallu ne doivent pas toucher le bulletin de Abdoulaye Wade. Il faut voter le seul bulletin qui n'a pas de photo par bulletin. Donc il faudra choisir le bulletin de la coalition Yewwi. Si vous le faites, vous allez permettre à Abdoulaye Wade, au Parti démocratique sénégalais et à Wallu d'avoir un député. C'est valable ici comme au Sénégal. C'est valable ici comme au Sénégal. Au Sénégal, pareil. Au Sénégal, il y a des départements où on vote Wallu. Oui. En votant Wallu, en même temps, vous élisez des députés de Yewwi. En votant Yewwi, vous élisez en même temps des députés Wallu. Oui. Pareil en France. En Italie, c'est le contraire. En Italie, on vote Wallu. Mais en votant Wallu, vous élisez en même temps des députés Yewwi. Oui. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Vous allez trouver des bulletins d'Abdoulaye Wade et des bulletins de Yewwi. Mais en France, on choisit le bulletin Yewwi. C'est ce qui permettra à l'intercoalition d'avoir la majorité et d'enclencher le processus de développement, en tout cas au Sénégal. Merci beaucoup Ibrahima Diop pour avoir honoré en tout cas notre invitation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Avant de nous quitter, j'aimerais préciser ici que le groupe Mamam a contacté les candidats à la députation depuis quelques semaines pour leur proposer ce débat. Des candidats, 3 candidats ont répondu à notre appel. Le candidat de Benno Bokk Yakaar, à savoir M. Kane, qui finalement n'a pas honoré l'invitation,
Et au dernier moment, le candidat de Art Sénégal aussi qui était venu jusqu'à notre plateau, mais qui a désisté au dernier moment. La raison qu'il a évoquée est tout simplement qu'il ne débat pas sans le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce que nous devrons faire, nous, la presse, c'est d'inviter les acteurs politiques à venir s'exprimer librement, avec courtoisie, sans anicroche, sans ambiguïté. Alors, les candidats ne l'ont pas vu, ne l'ont pas compris comme ça, mais c'est tant mieux. Nous avons fait notre devoir. Le reste, c'est aux électeurs de juger. Le dimanche prochain, Inch'Allah, c'est à eux de choisir leurs députés qui vont les représenter dans les 5 prochaines années à l'Assemblée nationale. En tout cas, merci Ibrahima Diop. Lui, il a répondu présent à notre appel. Merci à Maman Group. Nos remerciements aussi aux partenaires, à Farodia Prod, TV Touba, DSNT, TV de Babadem, civisme.sn avec Aïssatou Diop. Un grand merci aussi à Safia Touba, au cœur Travel, qui a été avec nous depuis le début. Mention spéciale à Babadem, l'infatigable Babadem, et à Diarama aussi, Babadem. Merci pour tout. En tout cas, merci à tous ceux qui ont soutenu cette initiative qu'on a débutée depuis plusieurs semaines. Nous avons derrière les candidats pour qu'ils viennent dérouler leur programme, pour qu'ils viennent s'exprimer. Hélas, on n'a pas malheureusement eu ces débats. Ne pouvait participer qu'au triomphe de la démocratie sénégalaise. Rendez-vous pour une autre édition spéciale de la diaspora sénégalaise. Nous reviendrons avec vous dans d'autres occasions, Inch'Allah, avec Mamam Group. Merci et à bientôt.